Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui empêche pas mal de parents de dormir, le reflux du nourrisson. En s'appuyant sur les données très sérieuses de la Haute Autorité de Santé et de la Société française de pédiatrie, on va démystifier tout ça. L'idée, c'est de faire le tri entre ce qui est parfaitement normal et les vrais signaux d'alerte. Fini les angoisses nocturnes, on fait place à la clarté. Au menu de cette exploration, on commence par différencier le reflux simple du RGO. Ensuite, on verra comment repérer les symptômes, les gestes et positions qui sauvent, comment adapter les repas, les moments où il faut vraiment consulter, et enfin, le panel d'options médicales. Allez, c'est parti! Première étape de notre parcours. Reflux simple ou vrai RGO. 70%, c'est énorme, non? En fait, près de 3/4 des bébés connaissent un reflux physiologique, tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'est de la pure mécanique. Imaginons l'estomac d'un bébé d'1 mois, c'est minuscule, ça contient à peine 150 ml, c'est positionné presque à l'horizontale, et surtout, le petit clapet censé tout retenir en haut, eh bien, il est encore complètement immature. Donc, forcément, quand c'est plein, le trop-plein remonte. C'est juste un souci de plomberie en construction, absolument pas une maladie. Mais alors, pourquoi on en fait tout un plat? Eh bien, regardons ce chiffre, moins de 5%. C'est vraiment le chiffre clé à retenir. Moins de 5% des bébés souffrent d'un véritable reflux gastro-œsophagien, le fameux RGO pathologique. Et c'est uniquement cette toute petite minorité qui a besoin d'un suivi médical, parce que là, l'acidité vient brûler l'œsophage et gâcher la vie du nourrisson. C'est un peu comme le jour et la nuit. D'un côté, on a le bébé dit cracheur heureux. Il salit 10 bavards par jour, d'accord? Mais il sourit, il prend du poids normalement et tout rentrera dans l'ordre de soi-même vers 12 à 18 mois. De l'autre côté, le tableau est beaucoup plus sombre. Le RGO pathologique, c'est une vraie souffrance. On observe des pleurs intenses, un bébé qui se combre de douleur, un poids qui stagne et parfois même un refus total de manger. La courbe de poids, c'est vraiment le juge de paix pour différencier ces deux situations. Passons à notre deuxième point. Comment reconnaître les symptômes de ce RGO pathologique? Les signes digestifs, on les connaît à peu près tous, les régurgitations à répétition, le biberon refusé, ou encore ce qu'on appelle le syndrome de Sandiffer. C'est quand le bébé jette sa tête et son dos en arrière, un vrai réflexe pour fuir la brûlure de l'acide. Mais là où il faut vraiment redoubler d'attention, ce sont les signes extra-digestifs. Ils passent tellement souvent inaperçus. On parle d'une toux qui traîne surtout la nuit, d'une voix un peu cassée, ou pire, des otites et des bronchites qui s'enchaînent. Pourquoi? Tout simplement parce que les micro-remontées acides viennent littéralement irriter toute la sphère respiratoire. Troisième section, les gestes et les positions qui marchent vraiment. Et ici, la physique de base est notre meilleur allié, la gravité. Maintenir le nourrisson bien droit pendant 20 à 30 minutes après le repas, c'est hyper efficace. Que ce soit sur l'épaule ou dans un porte-bébé physiologique ventral, ça garde le lait bien au fond de l'estomac et favorise la digestion naturelle. Par contre, attention au piège classique du transat. C'est une fausse bonne idée. La position assise replie le ventre du bébé, ce qui fait pression sur l'estomac et, fatalement, force les remontées. Alors si on ne doit retenir qu'une seule chose concernant le sommeil, c'est cette règle absolue, non négociable, émise par la Société française de pédiatrie et la Haute Autorité de Santé. Couchage sur le dos uniquement. Et ce, même pour les bébés qui souffrent de reflux. Le matelas doit être ferme et surtout totalement plat. Il faut absolument oublier les plans inclinés ou les fameux cale-bébé. La science ne les soutient plus du tout. Pire, ces dispositifs inclinés augmentent dangereusement les risques d'enfouissement du visage et de mort inattendue du nourrisson. La sécurité du sommeil, d'abord, on ne transige pas. Quatrième section, et c'est un point clé, comment adapter les repas. La façon de donner à manger change littéralement la donne. Quand un bébé tète, il avale forcément de l'air. Cet air fait gonfler l'estomac et pousse inévitablement le lait vers la sortie. À attendre la toute fin du repas pour le ROD, c'est souvent trop tard. L'astuce en or, c'est de faire des pauses. Tous les 60 ml ou à chaque changement de sein, on redresse le bébé, on tapote doucement son dos et on lui laisse jusqu'à 3 minutes pour évacuer l'air. C'est fondamental pour faire baisser la pression interne. Ensuite, c'est mathématique. Imaginons devoir boire 2 litres d'eau d'un coup. Impossible, non? C'est pareil pour ces tout petits. Plutôt que de bourrer mécaniquement l'estomac avec 6 gros biberons de 150 ml qui vont forcément déborder, on passe à l'alimentation fractionnée, 8 biberons de 110 ml. À la fin de la journée, le bébé a bu exactement la même quantité, mais la digestion se fait tout en douceur. Petit détail supplémentaire qui a son importance, on tient toujours le biberon à 45 degrés pour que la tétine soit remplie de lait, et non d'air. Cinquième partie. À quel moment faut-il passer le relais et consulter? Il y a 7 drapeaux rouges absolus à avoir en tête. Du sang dans les régurgitations ou les selles, une perte ou une stagnation de poids,
un refus de manger qui dure plus de 24 heures, des épisodes d'apnée, des vomissements bilieux, donc verts et en jet, des infections respiratoires qui n'en finissent plus, ou enfin un reflux qui s'aggrave bizarrement après l'âge de 6 mois. Un seul de ces signes et c'est la case médecin, sans attendre. Petit conseil en passant, tenir un petit carnet des repas et des symptômes pendant quelques jours avant la consultation, c'est un outil diagnostique qui vaut de l'or pour le pédiatre. Ce qui nous amène logiquement à notre dernière section, les options médicales. Quand le RGO pathologique est bien confirmé, le médecin a plusieurs cordes à son arc. D'abord, les alginates, comme le fameux Gaviscon. Ça fonctionne comme un couvercle, un petit gel physique qui empêche le lait de remonter. Ensuite, on a les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons. Mais attention, contrairement à ce qu'on pense souvent, ça n'arrête pas les régurgitations. Ça coupe simplement l'acidité pour laisser le temps à l'œsophage de cicatriser. Et enfin, la piste du lait hydrolysé. Il faut savoir que dans 40% des reflux vraiment tenaces, c'est en fait une allergie aux protéines de lait de vache qui se cache derrière. D'où l'importance de ce lait très spécifique. On approche de la fin et c'est le moment de souffler un bon coup. 95%. L'immense majorité des cas de reflux chez les nourrissons se règlent d'eux-mêmes, sans traitement lourd. Le temps fait son œuvre, le sphincter devient enfin mature, on commence à donner des aliments solides qui vont tapisser l'estomac, et puis le bébé apprend à s'asseoir et à se tenir debout, la gravité prend le relais naturellement. Pour résumer, presque tous ces tracas s'évaporent naturellement entre le 12e et le 18e mois, et seule une infime minorité nécessitera des traitements sur le long terme. Alors face à des données aussi rassurantes, on peut se poser la question. Quand on réalise que ces mois souvent chaotiques ne sont pour la plupart qu'une phase biologique transitoire, est-ce que ça ne permet pas d'aborder ces nuits difficiles avec un regard tout neuf? Et surtout, avec beaucoup plus de sérénité. Le savoir,